Daniel Habert, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov à vous. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. La dernière fois que nous avions parlé, nous avions évoqué le développement sans précédent de l'économie et des relations économiques et commerciales entre Israël et la Chine. Et cette fois-ci, eh bien, l'actualité nous oblige à essayer de voir un tout autre domaine, un tout autre dossier avec cette épidémie de coronavirus qui se développe en Chine et qui a des répercussions sur l'économie chinoise, bien entendu, et à travers elle, on va dire sur l'économie mondiale. Nous allons y revenir, mais avant tout, je voudrais vous poser, en tant que spécialiste de la Chine, une première question qui nous interpelle ici, à partir de Jérusalem. On parle de 427 morts de cette épidémie en Chine, de 20 000 contaminés. Tout cela semble être des chiffres qui ne semblent pas être en rapport avec l'ampleur de l'épidémie telle qu'on l'a décrit apparemment en Chine. S'il y a si peu, on va dire entre guillemets, bien que bien entendu ce sont beaucoup de morts, mais je suppose qu'en Chine il y a beaucoup de morts aussi de la grippe ou d'autres maladies. Pourquoi est-ce que ce sont des véritables données ou alors la Chine dissimule les données les véritables de cette épidémie? C'est la très très bonne question. Moi je pense que la Chine ne dissimule rien. Elle a tiré les leçons de l'épidémie qu'on appelait le SRAS, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2003. Ça fait déjà 18 ans, où là, on a eu l'impression qu'ils ne disaient pas tout, et en fait, c'est pas qu'ils ne disaient pas tout, c'est qu'ils ne savaient eux-mêmes pas tout. Maintenant, on a un pays qui est mature, très organisé sur le plan de la santé publique, et d'ailleurs, c'est une des grandes leçons qu'on va tirer de cet événement qui est en cours, qui est pas fini, oui. C'est que la Chine a une maîtrise de son économie, de sa politique, de sa population, mais aussi de sa santé. Donc, pour répondre directement à votre question, c'est pas le nombre de morts qui est important aujourd'hui dans cette épidémie, parce que c'est pas un virus très mortel. Il ne tue que 2 ou 3% des personnes faibles. Donc, ce qui compte, c'est le nombre de touchés, de gens contaminés, et lui aussi est relativement faible. Vous avez raison, elle est moins de 20 000 en Chine, sur une population d'1 milliard 400 millions, oui. Et peut-être dans l'ensemble du reste du monde, une centaine. Donc, ça veut dire que on a jugulé à temps, en s'y prenant assez tôt la contamination. On est en train vraiment de tout faire. On voit bien les précautions qui sont prises. On vient d'avoir en France des rapatriés, ils sont mis en quarantaine pendant 15 jours, complètement isolés, la police les entoure. Donc il y a et en Chine, alors simplement juste pour vous donner des éléments d'appréciation personnelle, puisque j'ai beaucoup d'amis en Chine qui m'appellent, qui m'envoient des photos, les vides, les rues des plus grandes capitales, pas celles qui sont directement touchées, celle qui est directement touchée est au centre de la Chine, mais Pékin, Shanghai, les plus grandes villes du monde, pas un chat dans les rues, pas une voiture, rien. Les gens sont barricadés. Alors, on a même vu des scènes. Est-ce qu'il n'y a pas une psychose exagérée là-dedans ou alors c'est effectivement comme ça qu'il faut... Une psychose, par définition, est exagérée. Oui. Donc oui, il y a une psychose dans la population chinoise. Et je dirais que c'est peut-être aussi une leçon à tirer. Les Chinois sont extrêmement informés. Ils sont pas du tout passifs. Ils prennent les affaires en main et au fond, ils vont presque plus loin que le gouvernement. Oui. Si vous voulez, le gouvernement, il a isolé 50 millions de personnes dans la province qui s'appelle le Hubei. Mais c'est toute la Chine qui est en quarantaine. Elle s'est mise elle-même en quarantaine. On voit dans tous les quatre coins de la Chine des gens qui barricadent quelqu'un qu'ils supposent être malade. Ils l'enferment chez lui. La police arrive parce que le type appelle et la police, elle cantonne tout l'immeuble. Donc on a un pays qui est paralysé et on voit aussi en plus qu'il est coupé du monde. Il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que les épidémies, ça a été dans toute l'histoire de l'humanité la grande faucheuse. Avec la famine et avec les guerres. On a vaincu la famine. Je ne suis pas sûr qu'on ait vaincu complètement la guerre, mais depuis 75 ans au moins, on n'a pas de guerre générale, et j'espère que ça va rester comme ça avec l'équilibre de la terreur. On a des conflits très localisés, mais le taux de mortalité par les guerres a chuté extraordinairement. Et il y a encore cette épidémie dont on peut penser que la vie moderne, l'extrême concentration de la population et l'explosion de la concentration, parce qu'on est quand même passé à 1,4 milliard en quelques dizaines d'années grâce à la médecine, et cette même médecine tout à coup se trouve impuissante devant une revanche
des plus petits êtres existants vivants, les virus. Alors voilà, c'est une peur qui n'est pas d'ailleurs chinoise, qui est une peur qui est devenue mondiale. Tous les pays qui entourent la Chine, et des villes comme des villes-États comme Singapour, un pays qui ressemble beaucoup à Israël, ils empêchent toute sortie et toute entrée sur leur territoire. Alors je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les répercussions économiques et commerciales de cette épidémie sur la Chine. Vous dites vous-même, la Chine, les gens, la vie est paralysée. Je suppose que l'économie est paralysée. Quelles sont les répercussions sur le pays que peut avoir cette épidémie? Et seconde question, quelles sont les répercussions qui se font sentir déjà, on le voit peut-être à travers des places boursières, sur l'économie mondiale? Bon, paradoxalement, ça n'a aucun effet. D'abord parce qu'on est en période du Nouvel An. C'est la période vraiment en Chine de toute l'année où tout s'arrête. Il ne faut pas oublier que depuis 40 ans, des centaines de millions de Chinois ont quitté leurs fermes et sont allés dans les grandes villes. Et autour des grandes villes pour travailler dans les usines. Ces usines ferment pendant pratiquement 15 jours pendant le Nouvel An. C'est vraiment comme chez nous, hein. C'est vraiment comme en Israël. Hein. On ferme tout pendant... C'est vraiment la nouvelle année, c'est quelque chose de très important en Chine. Et tous les gens retournent dans leur village voir leurs parents, leurs grands-parents, leurs cousins. Donc c'est l'époque de la plus grande transhumance. Et les Chinois ont finalement mis une croix sur leur Nouvel An. Ils ont arrêté toutes les festivités, ils ont bloqué tous les voyages. Il y a eu quelques millions de gens qui avaient anticipé leur voyage en partant un peu plus tôt. Alors ceux-là, ils sont partis. Ils sont les sources de quelques rares contaminations en dehors de la Chine et en dehors de Wuhan et en dehors de la Chine. Mais sinon, il n'y a pas d'effet immédiat. Ce que les bourses signalent, c'est plutôt l'appréhension sur l'avenir. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est la durée de l'épidémie. Les grands épidémiologues qui parlent disent il faut quand même entendre encore quelques jours, quelques semaines. On parle de fin février, d'autres parlent de fin mars. On parle comme horizon d'avril, comme pic. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de temps devant nous. Alors évidemment, plus c'est long, et plus l'impact sur l'économie israélienne, sur l'économie chinoise et sur les économies du monde, y compris Israël, vont se faire sentir. Donc on est obligé d'attendre, personne ne sait, ça dépend de la mutation du virus, de son taux de propagation. Les expériences passées prouvent que les pires choses, on s'en sort toujours. Des pays entiers ont été détruits, se sont refaits, donc la Chine passera ce cap. Et elle va montrer qu'elle a été capable de maîtriser, de donner un exemple pour le monde. Vous savez que la Chine, en chinois on dit Zhongguo, le pays du milieu. Alors elle est vraiment le centre d'attention du monde. Malheureusement pour elle, c'est pas très positif. Et je voudrais dire surtout que l'effet sur le monde, je vais y revenir, mais l'effet global, par exemple, sur l'image. Je m'interrogerai là-dessus. Je donne un exemple, Daniel, par exemple sur le tourisme. Les vols commerciaux ont été arrêtés. Il n'y a plus de touristes étrangers en Chine aujourd'hui. Il n'y en aura pas probablement dans les prochains mois. C'est pas possible que ça n'ait pas des répercussions économiques sur le... Alors, si on parle du tourisme, d'abord, vous avez totalement raison, c'est vraiment le secteur qui est immédiatement touché, comme c'est le secteur qui a été touché pendant les événements de grève en France, tout de suite, les annulations par de moitié. Donc, oui, vous avez raison, mais c'est pas la Chine qui est la plus touchée, parce qu'il y a relativement beaucoup moins de gens qui vont en Chine comme touristes que de touristes chinois, plus de 120 millions l'année dernière, qui quittent la Chine. Alors, ceux qui sont touchés par l'effet touriste, c'est la Thaïlande, c'est tous les pays où les Chinois se déversent par millions, c'est toute l'Asie. En Europe, c'est 3, 4, 5 millions de Chinois, mais c'est des centaines de millions, ils sont en Asie. Alors c'est les économies de l'Asie qui sont les plus connectées avec la Chine, non seulement par le tourisme, mais par les chaînes de valeur industrielles. C'est vraiment ces pays-là qui sont touchés. Au premier rang, la Thaïlande, des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, aussi le Japon et la Corée qui sont en symbiose économique. Tous ces pays-là sont touchés parce qu'eux aussi mettent des mesures draconiennes à l'entrée. Donc, l'effet sur la Chine, on ne peut pas le mesurer tout de suite. L'effet sur le monde, on le mesure tout de suite par les bourses qui anticipent. C'est leur métier, c'est le rôle des bourses, c'est d'anticiper. Donc, ils entérinent des pertes. Il y aura des pertes. Mais si ça ne dure pas trop longtemps,
Et les épidémies de ce style-là ne durent jamais énormément de temps. C'est comme les épidémies de grippe, qui est un virus aussi, qui tue encore plus que le virus actuel. Ça finit par s'éteindre en quelques semaines. Donc je crois que pour l'instant, personne ne peut dire, aucun économiste avec qui j'ai parlé, que j'écoute sur tous les radios, etc., peuvent dire qu'il y aura une répercussion immédiate. Mais à terme, je vais vous dire, la vraie question que les gens se posent aujourd'hui tout de suite, c'est est-ce qu'on a eu raison de mettre tant de nos usines, c'est Trump qui le disait, pourquoi avez-vous envoyé toutes vos usines en Chine, ça a fait perdre des jobs aux Américains, ça en fait perdre aussi aux Japonais, aux Coréens, aux Européens, et regardez maintenant, vous voyez, on en paye les conséquences, et je crois qu'il va y avoir une révision déchirante de la façon dont le monde entier s'organisait autour de la Chine. Et ça va changer. Et là, il y a beaucoup de choses à dire si vous m'interrogez un peu plus sur ce sujet. Donc vous vouliez dire à court terme, pas d'implication dramatique sur le plan économique, mais à plus long terme, peut-être effectivement une remise en cause, on va dire, des relations entre la Chine et le reste du monde ? Tout à fait, mais je vais vous dire, en réalité, la Chine avait déjà compris, il y a à peu près, au moment où Xi Jinping, le nouveau patron, est arrivé, 7-8 ans, avait compris que être le centre de fabrication pour le monde, une sorte de grande zone de sous-traitance, où tout le monde devait faire fabriquer ses produits, Apple, Peugeot, les vêtements Gap, tout le monde vient en disant aux Chinois, fabriquez-moi ça pas cher. Cette situation-là ne plaisait pas aux Chinois, parce qu'ils s'apercevaient au fond qu'ils étaient les dindons de la farce. Ils étaient payés par Apple 10 € pour assembler un smartphone, et puis quand ils voyageaient à l'étranger, ils voyaient que le smartphone se vendait 1000 €. Alors ils se disaient, où sont passés les 990 ? Donc la Chine, depuis quelques années, est devenue mature, est intelligente. Ils ont compris qu'il fallait à leur tour fabriquer leurs propres produits, concevoir leurs propres produits, leurs propres marques, leur propre distribution. Et donc cette restructuration du monde avait déjà commencé en Chine, d'ailleurs dans la difficulté, parce que le taux de croissance est passé de 10 à 6, c'est quand même une chute réelle. C'est dû à la fois par la conjoncture occidentale, encore touchée par la crise de 2008, mais c'est aussi dû à la volonté des Chinois de revoir complètement leur modèle économique et leur relation avec le monde. Donc, on va entrer dans une ère de réévaluation des échanges mondiaux. C'est une nouvelle organisation de la globalisation à laquelle on assiste. Trump, il y a 1 an et demi, en se confrontant avec la Chine, a déclenché un mouvement qui accélère des choses qui existaient déjà un petit peu sous-jacentes, et on va voir un monde se réorganiser, ce qui n'est pas une trop mauvaise nouvelle. On était dans la globalisation, d'aucuns parlaient de déglobalisation. Moi je pense on est entré dans une nouvelle phase de globalisation, une nouvelle structure de la globalisation. Eh bien, avant de nous séparer, Eliane nous a rejoint pour terminer cette heure d'actualité. Alors, elle voulait vous poser aussi une question, Daniel. Moi, la question que je voulais poser, c'est au niveau de l'hygiène. On parle souvent que de la problématique de l'hygiène chinoise. Il y a beaucoup de gens en Israël, par exemple, qui essaient de ne pas manger de produits importés de Chine parce qu'on sait que les règles d'hygiène ne sont pas du tout les mêmes que celles que l'on connaît en Europe ou même en Israël. Et j'ai entendu à plusieurs reprises que c'était ça revenait, quoi. La problématique du coronavirus, c'est aussi lié au manque d'hygiène chez les Chinois. Vous dites quoi, vous ? Non, moi, alors ça fait partie des rumeurs. Ça fait partie d'une sorte de stracisme de la Chine que je n'hésite pas à baptiser d'une forme de racisme. On avait déjà peur de la Chine sur le plan économique, et le président Trump avait commencé à alerter le monde en disant « Attention, le plus grand pays du monde est en train de nous rattraper, c'est une dictature, ayez peur de lui », c'est le vieux mythe du péril jaune. Nous, en tant que juifs, je suis pas sûr que ça nous plaise trop. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. C'est une forme de racisme. Alors, si on ajoute à ça ce type de commentaires, alors on va très loin. D'abord, c'est pas vrai. Le pays le plus propre du monde, c'est un pays chinois, c'est Singapour. Ça veut dire que des Chinois sont capables, s'ils le décident, de devenir les rois de l'hygiène. La Chine a fait d'immenses progrès d'hygiène, normalement, essentiellement par l'urbanisation. Maintenant, vous avez plus de la moitié, même 70% de la population chinoise, qui vit dans des grandes villes. Ces grandes villes sont aseptisées, on n'arrête pas de passer
on se lave beaucoup, les Chinois sont propres, etc. Dans les usines et dans les productions alimentaires, il faut jamais oublier que, par exemple, prenons l'exemple des conserves. Les conserves, elles sont souvent faites en sous-traitance d'étrangers. C'est les grands groupes étrangers, américains, européens, qui vont faire travailler et faire fabriquer des conserves. Elles sont sur place avec leurs équipes sanitaires pour veiller aux moindres microbes. Vous savez que la Chine a racheté Tnuva en Israël. C'est justement pour apprendre comment on peut atteindre le meilleur niveau de qualité dans la fabrication de lait en poudre, etc. Donc, si vous voulez, l'hygiène, c'est devenu une obsession chinoise. Je crois, alors évidemment, il reste les campagnes, il reste des habitudes, vous avez tout à fait raison, mais je crois que, alors, se méfier des produits agricoles chinois, c'est bête. D'abord parce qu'ils passent par des systèmes, des processus de lavage avec souvent du chlore et etc., presque trop. Deuxièmement, nous avons tous, dans tous les pays qui importent des produits agricoles, des normes, des vérifications, etc. Donc il n'y a aucun danger de contamination du virus par les aliments. C'est complètement absurde. Ça fait partie de l'irrationnel qui marque toutes les épidémies. Les épidémies, c'est de l'irrationalité. C'est comme le racisme, c'est comme l'antisémitisme. Ça ne s'explique pas. C'est irrationnel. Et il faudrait surtout pas nous, juifs et israéliens, qui avons été beaucoup amis de la Chine, qui sommes des amis de la Chine. La Chine nous a aidés à 2 fois. En 1917, en recueillant les juifs blancs qui voulaient pas devenir communistes, et en accueillant des juifs allemands et autrichiens à Shanghai pendant la Deuxième Guerre mondiale, en sauvant des juifs. Ils sont très fiers de cela. Je crois que c'est le moment en Israël où on doit donner l'exemple, et ça il faudrait le dire très fortement, on doit donner l'exemple de la sympathie, de l'empathie vis-à-vis des Chinois. Il faut arrêter les rumeurs, il faut au contraire être en compassion, parce qu'ils souffrent. Quand on est compte, un pays entier bloqué, c'est dramatique, l'image qui se détériore. Il faut au contraire les aider, et tous ceux qui vont aujourd'hui vont aider la Chine seront récompensés, parce que la Chine n'oublie jamais les amis qui les ont aidés dans la détresse. Eh bien, Daniel Habert, merci beaucoup de nous avoir expliqué aussi clairement cette situation donc en Chine autour de l'épidémie de coronavirus. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt en Israël. Oui, j'arrive bientôt. Bonne journée. À bientôt. Voilà.